on est maintenant rendu à la présentation des radios de radiocommunication. Le radio que je vais vous présenter, c'est celui qu'on possède ici au Cégep de Sherbrooke, qui est un appareil de la compagnie Motorola. Donc, la compagnie Motorola qui est un grand joueur dans le domaine de la radiocommunication. Il y en a d'autres. Kenwood est aussi un gros joueur dans le domaine de la radiocommunication. On a choisi les Motorola parce que c'est des appareils qui sont très robustes. Donc, en théorie, on peut les échapper à terre, puis ils sont supposés résister, mais je ne l'essayerai pas. Donc, le radio qui vient ici, il se présente comme ceci, en façade, avec un petit affichage numérique. Au niveau des borniers, j'ai ici un bornier en façade qui va permettre de visser ce qu'on appelle le PTT. Donc, le PTT qui est l'espèce de manette, là, PTT, ça veut dire Push to Talk. Donc, c'est le microphone dans lequel, quand on va appuyer, on va pouvoir émettre. Quand on va relâcher, on va être en mode de réception. À l'arrière, ici, on a notre bornier d'antenne. Il faut faire attention parce que le bornier d'antenne ressemble étrangement à un bornier de type F, comme pour la télévision, mais c'est pas ça du tout. C'est ce qu'on appelle un bornier de type mini UHF. Puis, les caractéristiques, le pas de vis et la grosseur de la pine centrale sont différentes du connecteur F de télévision habituel. Puis moi, ben comme j'aime pas beaucoup le bornier mini UHF parce que c'est un bornier à visser, j'y mets un adaptateur de mini UHF mâle à BNC femelle. Comme ça, on va pouvoir utiliser de simples fils BNC à baïonnette qui sont beaucoup plus rapides à brancher. On a notre adaptateur ici, c'est des radios qui sont faites pour aller dans les véhicules. On a ici le connecteur d'alimentation. Ça va fonctionner évidemment avec une batterie de voiture, donc à 13,2 volts. Et on a aussi un petit bornier ici qui va être le bornier d'accessoires et le bornier de programmation. Caché ici, on ne l'utilise pas, mais il y a une antenne spéciale pour le GPS. Donc, on pourrait y adjoindre une antenne GPS dans le cas des entreprises de taxi ou de camionnage qui désirent avoir la position de chacun de leurs véhicules dans la flotte. Donc, avec le GPS sur un ordinateur, avec un logiciel approprié, on peut voir l'emplacement de chacun des radios sur une carte, sur une Google Maps. Donc, ce radio-là, comme fonctionne avec une batterie de voiture et que j'en ai pas, j'ai ici un bloc d'alimentation qui est assez gros et pesant, Astron SL11R. 11, c'est parce qu'il est capable de délivrer 11 ampères. Il n'y a aucun ajustement, donc c'est un power supply à 13,2 volts de sortie. Pourquoi 11 ampères? Ça peut sembler beaucoup, surtout compte tenu du fait que les blocs d'alimentation dans les laboratoires ont seulement une capacité en courant de 2 ampères. Bien, la raison est bien simple, c'est que les radios de radiocommunication en mode émission peuvent consommer jusqu'à 6, 7 ou 8 ampères. Donc, on a absolument besoin d'un bloc d'alimentation comme celui-ci. On ne pourrait pas prendre un bloc d'alimentation de laboratoire normal et puis l'ajuster à 13,2 volts. La capacité en courant ne serait pas suffisante. Donc, ces radios-là, ce sont des radios qui peuvent être UHF ou VHF. Puis en réalité, il n'y a rien qui les distingue. La seule chose qui pourrait les distinguer, c'est dans le numéro de modèle, il y a en quelque part un Q ou un J pour indiquer si c'est un radio qui est fait pour fonctionner dans la bande UHF ou dans la bande VHF. Puis nous, ben, pour ne pas se mélanger, je les ai identifiés UHF. Je les ai aussi identifiés avec un numéro. Ça va être important tout à l'heure de prendre en compte ce numéro-là. On va s'en servir au niveau de la programmation dans l'appareil. Évidemment, comme c'est un appareil UHF, on se rappelle le principe de base en radiocommunication, c'est de ne jamais émettre un signal s'il n'y a pas de sortie de brancher sur le connecteur RF. Donc, quand on va être dans le laboratoire, comme on a un radio UHF, on va venir y adjoindre une antenne UHF. Une antenne UHF que j'ai moi-même ajustée pour qu'elle fonctionne à la fréquence 460.95. Donc, c'est une antenne magnétique qui est faite pour aller sur une voiture, se coller sur la valise. Et puis, ici, on a la longueur de l'antenne, qui est une tige qui était très longue au départ, que j'ai coupée à une dimension précise pour fonctionner à 460.95.
Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher à 465. Ça veut juste dire que le VSWR sera peut-être pas aussi bon. Donc, l'ajustement de l'antenne et du radio sera peut-être pas parfait. Il est parfait seulement à 460.95. Si je veux pas travailler avec une antenne comme celle-ci, ben, je peux travailler aussi, comme on est dans un laboratoire et qu'on n'a pas besoin d'émettre sur de longues distances, je peux aussi travailler avec une charge fictive, donc ce qu'on appelle une dummy load en anglais. Donc, j'insère ma dummy load ici, soit avec un câble ou soit directement comme ceci. Si elle est supportée à l'arrière, c'est assez pesant la dummy load, donc si elle est supportée à l'arrière, on peut la brancher directement comme ça. Et puis, quand on va émettre, on émet dans la charge fictive, puis en réalité, il y a assez de puissance pour rayonner à travers toute la classe sans problème avec la charge fictive. Il faut faire attention, dans le laboratoire, on a aussi des antennes qui ne sont pas de la même longueur. On avait notre antenne ici, UHF, qui était tout petite. Notre antenne VHF est beaucoup plus grande, c'est normal. La fréquence est plus courte, donc la longueur d'onde est plus grande. Donc, la longueur à laquelle j'ai dû couper cette tige-là fait en sorte que cette antenne-là, elle est bonne pour la fréquence. Elle a été mesurée exactement pour la fréquence 162.39, qui est une fréquence VHF. Donc, il ne faut pas se tromper d'antenne en fonction du radio qu'on prend. Donc, voilà, c'était pour la présentation des radios de radiocommunication Motorola. Ce sont les Motorola 4550, modèle 4550 qu'on a ici. Donc, en conclusion, c'est un appareil qui est très énergivore, donc ça lui prend son propre bloc d'alimentation qui peut délivrer au moins 7 à 8 ampères. L'autre chose aussi, quand on a fait nos installations, c'est important de ne pas appuyer sur le PTT s'il n'y a pas d'antenne ou de charge fictive en arrière. Puis, dans la prochaine vidéo, on va aller apprendre à les programmer, ces radios-là, pour qu'ils fonctionnent à la fréquence qu'on désire.